On en parlait hier, le président chinois Xi Jinping était en France ces lundi et mardi et il a notamment discuté avec Emmanuel Macron du dossier russe. La Chine est perçue comme le seul acteur capable de peser sur la Russie, étant devenu le premier partenaire stratégique et commercial de la Russie depuis février 2022. Alors qu'est-ce qui est ressorti de ces discussions et comment la Chine soutient-elle la Russie? Salut, c'est Blanche, exceptionnellement pendant 5 jours, Hugo prend quelques jours de repos, donc je prends le relais avec le reste de l'équipe de journalistes. On est parti pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Pour le premier voyage de Xi Jinping en France depuis la crise du Covid-19, plusieurs sujets étaient au programme. Je vous invite d'ailleurs à regarder notre vidéo d'hier dans laquelle on revient sur les enjeux de cette visite officielle. Et donc l'un des enjeux, c'était de parler de la guerre en Ukraine et notamment du soutien que l'économie chinoise apporte à l'industrie de l'armement russe. Je vais revenir dessus juste après. Il faut savoir que la Chine se présente comme un acteur neutre dans le conflit. D'ailleurs, dans sa tribune publiée dans Le Figaro juste avant son arrivée en France, Xi Jinping a écrit, je cite, que la Chine n'est pas à l'origine de cette crise et elle n'y est pas non plus partie ou participante et qu'elle souhaite favoriser un règlement pacifique. Mais alors que les pays occidentaux imposent de nombreuses sanctions à la Russie depuis maintenant plus de 2 ans, la Chine entretient une relation particulière avec la Russie et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a 1 an, lorsqu'Emmanuel Macron s'était rendu en Chine pour une visite officielle, il avait appelé Xi Jinping à ramener la Russie à la raison à l'égard de l'Ukraine. Le président chinois avait alors appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky, mais il n'y avait eu aucune avancée diplomatique par la suite. Ce lundi, après une réunion entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, les deux dirigeants se sont exprimés lors d'une conférence de presse. Emmanuel Macron a notamment remercié le président chinois de soutenir une trêve olympique, donc un arrêt des combats pendant les Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris cet été. Selon une source diplomatique française, cette trêve pourrait servir à enclencher un processus plus politique concernant le conflit russo-ukrainien. Emmanuel Macron a aussi salué les engagements chinois à s'abstenir de vendre toute arme et toute aide à la Russie. De son côté, Xi Jinping a appelé à ne pas salir son pays sur le dossier ukrainien, estimant que la Chine joue un rôle positif pour trouver une solution pacifique à la guerre. Mais alors, pourquoi les liens entre la Chine et la Russie sont-ils critiqués par les pays occidentaux depuis le début de l'invasion massive russe en février 2022? En fait, la Russie s'est tournée vers la Chine dès 2014 lorsqu'elle a annexé la Crimée, un territoire qui faisait partie de l'Ukraine depuis son indépendance en 91, mais qui est contrôlé par la Russie depuis 2014. C'est à cette époque que les premières sanctions occidentales à l'encontre de la Russie ont commencé à tomber. Mais c'est depuis 2022 que les deux pays ont vraiment commencé à se rapprocher. Déjà en février de cette année-là, 3 semaines avant le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, Xi Jinping avait reçu le président russe Vladimir Poutine à Pékin en Chine et ils avaient proclamé dans un communiqué, je cite, une amitié sans limite. Et puis c'est important de rappeler que la Chine n'a jamais condamné officiellement l'invasion russe. Et donc même si la Chine n'a jamais envoyé directement des armes à la Russie, son soutien à la Russie lui est reproché. Concrètement, plusieurs experts estiment que si la Russie arrive à poursuivre son assaut contre l'Ukraine, malgré la multiplication des sanctions des pays occidentaux, c'est grâce au soutien de la Chine. Mais alors, de quelle façon la Chine soutient-elle la Russie concrètement? Eh bien, il faut savoir déjà que depuis le début de la guerre, la Chine a remplacé l'Union européenne en tant que premier acheteur d'énergie et fournisseur de biens de la Russie. En gros, avant, c'était l'UE qui achetait le plus d'énergie et qui vendait le plus de biens à la Russie, mais désormais, c'est la Chine. Par ailleurs, les relations commerciales entre les deux pays ont atteint des records. Le commerce total entre la Chine et la Russie a atteint 240 milliards de dollars en 2023, soit plus du double de 2018. Ce qui a notamment permis cet essor commercial, c'est l'achat par la Chine d'énergie russe. La Russie est désormais le premier fournisseur de pétrole brut de la Chine, le deuxième pour le charbon et le troisième pour le gaz naturel. La Chine est donc un soutien économique majeur de la Russie, d'autant plus que les exportations de pétrole et de gaz finançaient près de la moitié du budget fédéral russe avant le conflit. L'autre élément qui permet d'expliquer cet essor commercial entre la Chine et la Russie, c'est l'achat par la Russie de produits fabriqués en Chine. Alors ça peut être des voitures par exemple, mais aussi des composants électroniques et des machines-outils, ce qui fait polémique. En effet, les États-Unis ont récemment dénoncé des achats massifs par la Russie de composants électroniques et de machines-outils qui permettent aux Russes d'augmenter leur production de missiles balistiques. Côté européen, les renseignements ont aussi dévoilé que certaines grandes entreprises chinoises ont vendu des systèmes d'optique qui servent aux chars russes ainsi que des systèmes de propulsion pour missiles de croisière. En gros, la Chine n'envoie pas directement des armes aux Russes, mais contribue à les aider à produire leur arsenal militaire, ce qui explique que la Russie ne soit pas tant que ça en difficulté sur le front, malgré les sanctions occidentales. Alors face à ça, des sanctions des pays occidentaux à l'encontre de la Chine commencent aussi à tomber. Par exemple, après avoir placé 6 groupes chinois sur leur liste de sanctions pour leur soutien à la Russie en février,
juillet, les États-Unis en ont ajouté 20 issus de la Chine continentale et de Hong Kong le 1er mai dernier. L'Union européenne a elle aussi sanctionné quelques entreprises chinoises soupçonnées de contourner les sanctions occidentales. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'un des effets de la guerre en Ukraine a été l'approfondissement de la relation entre la Chine et la Russie, dont l'un des objectifs pourrait être de dessiner un nouvel ordre mondial en luttant contre l'Occident. Par exemple, les deux pays critiquent souvent ce qu'ils perçoivent comme des tentatives de l'Occident d'imposer ses valeurs et systèmes politiques à d'autres nations. La Russie et la Chine ont notamment pour objectif commun de lutter contre l'hégémonie, donc la suprématie des États-Unis. De son côté, Vladimir Poutine a annoncé qu'il se rendrait en Chine au mois de mai. On suivra ça. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le Hamas a accepté ce lundi soir une proposition de cessez-le-feu soumise par les médiateurs égyptiens et qataris en vue d'une trêve avec Israël à Gaza. Ça fait plusieurs semaines que le Hamas et Israël discutent d'une nouvelle trêve après celle qui avait permis la libération de 110 otages en novembre dernier. Selon un haut responsable du Hamas, cette proposition comprend 3 phases et inclut notamment un retrait total des forces israéliennes dans la bande de Gaza, ainsi qu'un échange d'otages toujours retenus à Gaza et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Le Hamas s'engage à libérer des otages, femmes et enfants d'abord, en échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Au bout de 7 jours de cessez-le-feu, il libérerait 3 otages par jour contre 30 détenus par otage rendu. L'objectif est en tout cas d'obtenir un cessez-le-feu permanent. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé que cette proposition était, je cite, loin des exigences israéliennes et a annoncé l'envoi d'une délégation en Égypte pour poursuivre les négociations. Donc pour l'instant, aucun cessez-le-feu ou trêve n'a été acté. En gros, Israël a déclaré que l'offensive sur Rafah était indispensable pour détruire les 4 derniers bataillons du Hamas. Israël a donc lancé ce mardi une offensive terrestre à l'est de Rafah, la ville la plus au sud de la bande de Gaza, qui abrite 1,2 million de Palestiniens, soit la moitié de la population de Gaza selon l'ONU. De nombreux bombardements ont eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, faisant plusieurs morts selon la défense civile de la bande de Gaza. L'armée israélienne a également affirmé avoir pris ce mardi le contrôle de la partie palestinienne du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte. Le point de passage de Rafah permet notamment l'acheminement de l'aide humanitaire. L'ONU a été interdite d'accès au point de passage de Rafah par les autorités israéliennes. Ce blocage empêche pour le moment l'entrée de marchandises dans le territoire palestinien depuis l'Égypte. La fermeture du terminal de Rafah pourrait aggraver la famine dans le nord de la bande de Gaza, selon l'UNRWA, l'agence de l'ONU qui est chargée d'aider les réfugiés palestiniens. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Deuxième actu, on en parlait dans le sujet de une, le président chinois Xi Jinping était en France pendant 2 jours pour sa première visite officielle depuis la pandémie de Covid-19. Et à l'occasion de cette visite, il a notamment annoncé la prolongation pour 1 an, donc jusqu'à fin 2025, de l'exemption de visa touristique court pour les Français qui souhaitent se rendre en Chine. Concrètement, cette mesure permet d'aller faire du tourisme en Chine sans avoir besoin d'un visa de séjour, sous réserve de ne rester que 15 jours maximum. L'objectif, c'est de faire revenir les touristes étrangers, dont le nombre a chuté depuis la pandémie du Covid-19. De son côté, le gouvernement français a annoncé qu'il faciliterait la délivrance des visas pour les Chinois en voyage d'affaires ou qui viendraient faire du tourisme en France. Troisième actu, en France, 366 faits antisémites ont été enregistrés au premier trimestre 2024, ce qui équivaut à une hausse de 300% par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2023. C'est ce qu'a annoncé ce lundi soir le Premier ministre Gabriel Attal lors du dîner du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Gabriel Attal a notamment chargé le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti de trouver des moyens pour mieux recenser ces actes de violence. Aujourd'hui, il est encore difficile de les recenser avec précision. Parallèlement à ça, l'Union des étudiants juifs de France, l'UEJF, a publié ce dimanche sur ses réseaux sociaux des témoignages d'agressions antisémites verbales ou physiques qui auraient eu lieu dans des campus de Sciences Po. Un étudiant du campus de Menton a expliqué par exemple avoir été étranglé par derrière par l'un de ses camarades qui lui a dit, je cite, « Ici, on va te faire comme on leur fait à Gaza ». Depuis octobre 2023, plusieurs accusations d'actes antisémites ont été recensées sur le campus de Sciences Po à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Quatrième actu, toujours en France, un préavis de grève pour la journée du 12 mai a été déposé ce lundi par 6 syndicats de Radio France pour la liberté d'expression, quelques jours après la suspension de l'humoriste français Guillaume Meurice. Il dénonce, je cite, une politique de casse sociale sur les antennes, bouleversant les grilles et sacrifiant des émissions emblématiques. On en parlait la semaine dernière, le chroniqueur de France Inter Guillaume Meurice a été mis à pied jeudi dernier par la direction de Radio France après avoir réitéré sa blague qui avait suscité la polémique sur le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou tenu en octobre. Il l'avait comparé, je cite, à une sorte de nazi mais sans prépuce, ce qui lui avait valu des accusations d'antisémitisme et une plainte classée sans suite récemment. Cinquième actu, toujours en France, une dame chargée du nettoyage des sanitaires dans la gare de Montparnasse à Paris a été licenciée pour faute grave par la
la multinationale néerlandaise To The Loo après avoir été filmée en train de récupérer et de conserver 1 euro de pourboire d'un client. Cette entreprise, elle gère depuis une trentaine d'années les sanitaires des principales gares de France et elle accuse donc cette femme de 53 ans d'avoir volé la pièce alors qu'elle assure qu'il s'agissait d'un pourboire, donc une pièce donnée par un client pour la remercier, en plus du paiement pour les toilettes. Sauf que To The Loo interdit la pratique du pourboire et tous les pourboires reçus par les employés doivent être remis dans la caisse. En tout cas, l'ex-employé assure n'avoir jamais reçu d'avertissement ou de blâme auparavant et elle a donc saisi le Conseil des prud'hommes, une juridiction civile chargée de régler les conflits entre employeurs et salariés. 6e actu, près de 64% des Français ont pratiqué une activité sportive au moins une fois par semaine au mois d'avril, selon une étude réalisée par OpinionWay. Baptisé baromètre de 30 minutes, ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon de près de 1000 personnes représentatives de la population. Et c'est donc plutôt une bonne nouvelle, sachant que le temps d'activité a également augmenté, puisque 17% de la population française dépasse les 30 minutes d'activité physique quotidienne qui sont requises par l'Organisation mondiale de la santé pour être en bonne santé. La marche est la discipline la plus pratiquée, puisque 26% des Français la pratiquent régulièrement, tandis qu'un quart des Français font du vélo. Et enfin, dernière actu, l'entreprise japonaise de jeux vidéo Nintendo a annoncé dans un tweet sur X ce mardi qu'elle dévoilerait avant mars 2025 sa future console. Alors on la surnomme la Switch 2, mais elle n'a pas encore de nom officiel. Pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que la présentation n'aura pas lieu lors du Nintendo Direct en juin prochain. Les ventes de la Switch avaient explosé lors du confinement pendant la pandémie et elle s'est écoulée à plus de 140 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui fait d'elle la 3e console la mieux vendue dans l'histoire du jeu vidéo, après la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS.